C'est samedi soir, place à Backcheck XXL. On est toujours en compagnie de Gary Sheehan, en compagnie de Florence Schelling, de Stéphane. Bien sûr, on va revenir sur cette dernière soirée de National League avant la pause de l'équipe nationale avec la Dutch Hand Cup. On va en parler justement de la sélection helvétique pour cette coupe. On parlera également de la future votation des clubs. Ce sera la semaine prochaine pour passer de 4 à 6 étrangers. Mais avant ça, tiens, Florence, qu'est-ce que vous allez retenir justement de cette soirée ? Enfin, l'équipe de Arnaud Del Porto a pu gagner. Oui, enfin, avec le même gardien. Vous allez voir, il a été très bon linebacker. Gary. Fribourg évite la peau de banane. Oui, en allant s'imposer du côté de Rapperswil, puis Steph. Genève réagit aux propos de son président, réalise tout un comeback en troisième période et va l'emporter contre Ambry 6-4. Oui, troisième période de feu du côté des Vernets et du reste. L'image du jour, le comeback de Genève Servette symbolisé par le but de son capitaine Noah Rod, le game winning goal, le 5-4. Oh, quelle est importante cette victoire de Genève Servette du côté des Vernets face à Ambry Piotin. On parlera tout à l'heure de ce match. Mais avant cela, on va ouvrir un autre grand thème de discussion, le premier gros débat de ce Backcheck XXL. On va parler du nombre d'étrangers sur la glace. Puisque la semaine prochaine, il y a une réunion entre les clubs, et notamment les clubs de Ligue nationale, de National League, qui vont devoir voter sur un point bien précis, à savoir si on souhaite augmenter le nombre d'étrangers possibles, notamment sur la glace pour les prochaines saisons, c'est-à-dire passer de 4 étrangers à 6 étrangers. Et je vous propose bien, tout de suite de voir sur ce tableau quels sont les clubs qui sont plutôt pour, alors il y a toujours des guillemets, les clubs contre, les clubs indécis. Pour CP Berne, Davos, Lausanne, contre Fribourg, Zug, Bienne, Lakers, Ambry et les Tigres de Languedoc, puis les indécis, Zurich, Lugano, Genève. Gary, étonnant de retrouver un club peut-être comme Davos dans les pour, quand on connaît la saison actuelle, on va dire, de Davos? Oui, ça peut paraître surprenant, mais je pense que, étant que maintenant leur budget est pas mal bloqué, pas mal plafonné, je pense que mettre tout leur argent sur des étrangers serait peut-être un avantage pour eux. Peut-être pour ça qu'ils partiraient dans cette voie-là. Parce que c'est vrai que c'est un débat aussi. Les chalets vont sûrement changer un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça me surprend un peu de les voir là, mais de l'autre côté, c'est peut-être aussi une stratégie. On va voir ça. Moi, je vous propose, avant de continuer le débat, d'écouter un représentant d'un club qui est pour, un représentant d'un club qui est contre. En l'occurrence, on va écouter Raphaël Berger, le directeur général de Fribourg-Gotteron, qui est contre, on l'a vu. Et puis du côté du Lausanne Hockey Club, c'est le directeur de la communication, Thierry Meyer. C'est une interview un peu croisée. Vous allez voir que finalement, les arguments des uns sont opposés aux arguments des autres. Regardez. A priori, on a quand même une certaine assurance qu'il y a plus de clubs qui sont pour un statu quo que contre. Mais on a aussi déjà vu des clubs qui votent au moment fatidique autre chose que ce qu'ils vous ont expliqué quelques minutes avant. Mais ce ne sera en tout cas pas notre cas, donc nous, on va voter pour 4. Introduire davantage de concurrence, progressivement, pas d'un coup, mais aller tendre vers, par exemple, 6 licences étrangères sur la glace, ça permet d'avoir plus de choix, ça met plus de concurrence. Et qui dit plus de concurrence, c'est un modèle économique, c'est clair, ça fait baisser les tarifs. On a déjà vu que sur les 20 dernières années, le nombre de joueurs étrangers a varié. Et ce qui n'a pas varié, par contre, c'est que les coûts généraux des clubs ont toujours augmenté et que finalement, les joueurs qui seraient éliminés du système en augmentant dans chaque club la présence de 2 joueurs étrangers, ce ne seraient pas forcément les, entre guillemets, si je peux me permettre, les bons joueurs qui seraient éliminés et la réduction des coûts ne serait que théorique. C'est certainement sur des postes clés souvent qu'on n'a pas le choix et justement que là, il y a de l'inflation. Alors que là, ça introduirait davantage de choix. C'est aussi intéressant parce que c'est de l'argent qu'on peut réinvestir dans la formation. Ça peut clarifier aussi les choses par rapport aux ligues comme la Swiss League ou la MySports League qui ont des vocations formatrices. Ça amène plus de concurrence. Donc nous on voit des avantages à une solution comme ça. Et en réalité, on aurait certainement encore une course à l'armement, si on peut dire ça comme ça, avec les gros clubs qui engageraient 6 étrangers top dans notre championnat,
qui créerait ou qui accentuerait encore un petit peu les disparités. Il y a des discussions. Je sais que, comme je le disais avant, c'est une mesure. Il pourrait y en avoir d'autres qui clarifieraient aussi les règles du jeu sur la question du marché des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande opacité qui règne. Et disons, si on peut clarifier les choses, ça bénéficie à tout le monde. Et c'est important que tout le monde ait des chances égales au départ, sur la ligne de départ, dans le fond. Vous l'avez compris, des avis très tranchés finalement, des arguments qui s'opposent de part et d'autre. Florence Schelling, d'abord, votre avis, plutôt pour ou contre cette augmentation du nombre d'étrangers? Plutôt contre, parce qu'effectivement, j'ai vécu un peu une situation comme ça en Suède, dans l'équipe. Dans la ligue féminine là-bas, parce que nous, on n'avait pas de limite d'étrangers là-bas. Et puis, on avait la moitié de l'équipe, c'était pas des Suédoises. Et puis ça a beaucoup cassé l'hockey en Suède pour l'équipe nationale. Donc, l'identification à l'équipe nationale, exactement. Ça c'est un des gros arguments, souvent mis en avant justement par ceux qui sont opposés. Gary, il y a un des protagonistes qu'on vient d'entendre dans l'interview, Thierry Meyer, qui cite la Swiss League. Il nous dit finalement, à demi-mot, ce serait bien pour la Swiss League qu'on augmente le nombre d'étrangers. Vous êtes entraîneur d'un club de Swiss League. Votre avis justement là-dessus? Non, je ne partage pas cette opinion-là. Je trouve que, déjà, il y a eu des expériences dans le passé qui ont montré que ce n'était pas viable de le faire comme ça. Déjà, au niveau... bien sûr, il y aurait des bons joueurs aujourd'hui de Ligue nationale A qui descendraient en Swiss League, ça c'est sûr, et ça augmenterait le... Mais nous, on a toujours le même problème au niveau du manque d'équipes. C'est les équipes qui manquent. Moi, je suis plutôt sur un autre... je ne vais pas me faire d'amis. En Ligue 1, on devrait avoir que 10 équipes. Et là, il n'y aurait plus de joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans la Liga. Et ça serait complètement différent. Après qu'il y aurait 5 ou 4 ou 6 étrangers, ça change tout. Mais pour moi, rester à 4 est beaucoup plus bénéfique pour l'équipe nationale et au niveau de la formation, parce qu'il y a beaucoup de places qui vont se perdre de travail au niveau des joueurs suisses pour la Liga et la National League. Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne opération. On a posé la question, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à participer à notre sondage. Plus de 800 personnes ont participé à ce dernier sur Facebook. 70% d'entre vous pensent qu'il vaut mieux rester à 4 étrangers, 30% ont passé à 6 étrangers. Et puis, on vous propose un petit florilège, finalement, des réactions qui ont accompagné ces votes. Stéphane, il y a un argument, c'est l'argument économique. En disant, mais regardez, on paye trop cher certains joueurs suisses. Le fait d'augmenter les licences étrangères, ça va diminuer, finalement, certains joueurs peut-être surpayés. T'en penses quoi? Moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que les bons joueurs gagnent beaucoup d'argent, on y tient, ça va être comme ça. Là où on a un problème en Suisse, c'est qu'on paye des joueurs de 3e bloc 500 000 par année. Je peux vous dire qu'il y en a. Et puis là, c'est le problème, c'est que ces joueurs-là, on est dépendant de ces joueurs-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Et ces joueurs-là, on se les arrache et c'est des employés de soutien, finalement, qu'on paye des prix d'or. Et les 2 étrangers, si on prend 2 étrangers de plus, c'est ces joueurs-là qui seront remplacés. Ça va être des gars qui vont jouer les 6 étrangers sur le 2e, peut-être 3e bloc. Et les étrangers coûtent moins cher. Il y a des étrangers qui coûtent bien moins cher que les joueurs suisses. Ce qu'on veut, c'est calmer l'inflation, c'est rabaisser l'inflation sur les joueurs suisses. Ce n'est pas les joueurs étrangers qui coûtent le plus cher. Là, ils me disent il faut faire x2, 300 000 net, x2,5, etc. Là, c'est parce que toute la famille voyage en business class, puis qu'ils ont une maison, puis qu'ils ont 2 voitures, puis que les enfants vont à l'école privée. Mais ce n'est pas tous les clubs qui ont ça. Je peux vous dire qu'il y a des étrangers qui gagnent 200 000 net dans cette ligue, puis ils ne coûtent pas 500 000 au club, puis il y a des joueurs de 3e ligne qui coûtent 5 et 600 000 balles. Et c'est ces joueurs-là que les étrangers remplaceraient. Donc, l'argument économique, pour moi, il est quand même valable. Okay. Je pense. Il y a un argument économique, d'accord, on a compris ton argumentaire. Ouais. Mais finalement, Gary et Florence, est-ce que ça va équilibrer le fait d'augmenter les étrangers? Est-ce que les clubs qui ont moins de moyens vont mieux s'en sortir? Votre avis, Florence? C'est possible. C'est possible que ça va vraiment s'équilibrer, mais c'est vraiment... c'est aussi pas simple à dire parce que s'il y a encore 2 étrangers en plus, ben, est-ce que les joueurs suisses ils vont quand même encore pouvoir jouer avec eux? Puis genre être sur leur niveau?
Oui, c'est un peu ça. Parce qu'on se retrouve... Non mais attends, on va écouter Gary, si tu veux bien, encore là-dessus, parce qu'on va arriver à la fin de ce débat. Gary, finalement, ces deux étrangers, on voit déjà les difficultés de trouver 4 étrangers de bon niveau. Ces deux étrangers, tu parlais tout à l'heure, il y avait déjà eu cette augmentation de 3 à 5. On n'avait pas le sentiment que le niveau de la Ligue avait augmenté particulièrement. Et puis là, quand tu regardes des étrangers, le 4e étranger de chaque équipe de National League ou le 3e, des fois, c'est des joueurs défensifs. Tu ne trouves pas des très bons joueurs sur le marché non plus parce que les meilleurs joueurs sont déjà placés. Ce qui me dérange aussi là-dedans, c'est que finalement, si Berne peut s'en payer 6, Davos peut s'en payer 6, mais Fribourg ne peut pas et puis Genève ne peut pas, il va y avoir une débalance là. S'il n'y a pas un plafond salarial ou quelque chose qui se forme ou qui se fait au niveau des joueurs suisses ou au niveau des clubs, ben, je ne sais pas comment on va voir. Là, on aura peut-être un championnat qui va être beaucoup moins équilibré qu'il est maintenant. Moi, ce que je constate, très rapidement, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a déjà des équipes qui ont 6 étrangers sous contrat. Ils ne peuvent pas les mettre sur la feuille de match. Il y en a qui vont à 7 même en fin de saison. On a le droit à 8. On peut en payer jusqu'à 8. La majorité des clubs en payent 5, 6 ou 7. On les paye déjà. On n'a qu'à les mettre sur la feuille de match. Ça change quoi? On prend la place. Puis, juste une parenthèse. Rapidement, je t'avais dit. Hein? Ah, d'accord. Mais pourquoi on ne fait pas comme un NHL, qu'on ne met pas 18 joueurs sur la feuille de match? C'est 2 jobs en moins, c'est 2 salaires en moins. Ça vient de s'éteindre. 12 attaquants, 6 défenseurs comme un NHL. Les meilleurs ont plus de temps de glace. De toute façon, les 19e et 20e sur la feuille de match, c'est 2 minutes par match. Arrêtons avec ça. On va voir, plus de transparence. On a entendu les propos de Thierry Meyer. Il y aura peut-être la publication des salaires aussi. Enfin, on n'en sait rien. C'est un autre débat. Je ne te lance pas là-dessus. Parce que sinon, on va être vraiment très en retard. Il y a 6 matchs. On rappelle, dans cette soirée de National League, on va y revenir si vous le voulez bien. On commence avec 3 rencontres. On fera une pause ensuite équipe nationale. On va commencer avec le Lausanne Hockey Club. Le Lausanne Hockey Club, c'est l'équipe en forme quand même. C'est la série positive. C'était face à Zug. Zug qui restait sur une défaite 4-1 à domicile face à Fribourg-Gotteron et qui a connu un scénario finalement presque identique. C'était surtout un match particulier pour Victor Stolberg qui va partir du côté de la KHL, du côté de Omsk, avec cette banderole qu'on devine au niveau des kilomètres. En tout cas, on lui souhaite d'avoir beaucoup de plaisir, vous l'avez compris, à Victor Stolberg, qui va nous manquer parce que c'était un des attaquants. On l'avait découvert et franchement, Stéphane était très, très, très impressionnant. Écoutez, c'est un gars qui nous a impressionnés l'année passée. D'entrée l'année passée avec Garrett Lowe, il a formé un duo spectaculaire. Il a fini parmi les meilleurs marqueurs. C'est un tout bon joueur de hockey et on va le regretter en Suisse. Peut-être qu'il y en a un meilleur qui va arriver du côté de Zug, j'imagine. On ne sait pas, mais toujours est-il que je pense que là, il part aussi pour des questions financières, mais il va nous manquer sur la glace. Ouais, en tout cas, un petit peu de liquidité du côté de Zug parce qu'il part certainement pas pour rien. Quoi qu'il en soit, 0-0 après 20 minutes de jeu, on se retrouve en deuxième période. Antonieti et là, Florence Schelling, j'aimerais avoir votre avis. Parce que Tobias Stéphane, qui retrouvait sa place dans la cage, il n'avait pas disputé la dernière rencontre, il fait une faute de mitaine, là? Je dirais que oui. C'est difficile à vraiment voir de cet angle, mais j'ai aussi l'impression qu'il ne tient pas le poteau, qu'il se déplace ici un peu trop vers le milieu. Dustin Jeffrey qui va doubler la mise, Gary Sheehan. Dustin Jeffrey, il est véritablement en feu. On sait que c'est un excellent passeur, mais comme quoi c'est un excellent finisseur aussi. Oui, c'est avec la grande vitesse qu'il a pu amener dans la zone neutre, là, la petite passe intelligente de Léonie, et puis son geste technique est parfait. Stéphane n'a pas pu suivre la rapidité de son geste. Je pense que Jeffrey a tout changé l'allure du LHC maintenant depuis son retour au jeu. Ça a vraiment, c'est le leader qui manquait, du moins dans l'exemple qu'il donne sur la glace, et il tire tout le monde en avant. Oui, absolument. 2-0 après 40 minutes de jeu et Jeffrey, on va le retrouver, qui va asseoir finalement la domination de cette équipe du Lausanne Hockey Club. Oui, un Jeffrey qui avait manqué, qui coïncidait un petit peu au trou de la vague finalement. Au niveau de l'efficacité aussi, c'est le poumon, c'est le baromètre finalement de cette équipe lausannoise. Ouais, c'est le maître à penser de l'attaque. C'est le leader de cette équipe, c'est classe. Ça fait 2 ans. Écoutez, meilleur marqueur du championnat l'année passée, 57 points, une quarantaine d'assists. Et cette année, il a manqué quelques matchs, mais il figure encore parmi les meilleurs joueurs de cette ligue. Et match après match, il produit offensivement, il crée l'étincelle à la Björn Berger qui va réduire le score, empêcher Boltzhauser d'avoir un blanchissage. Un mot, Florence Schelling, sur ses gardiens à Lausanne. On disait que c'est le point faible finalement de cette équipe un petit peu. De numéro 2, est-ce que ça fait un numéro 1 ? Boltzhauser, il est en train de gagner ses galons de titulaire véritablement depuis quelques matchs. Oui, Boltzhauser, il a vraiment joué des matchs très très bien. C'est vraiment, je suis content pour lui parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un gardien très très bon. Il a même l'année passée à Cloton, il a très bien joué. Et puis, je suis content pour lui. C'était quand même un duel à distance entre
le gardien actuel du Lausanne Hockey Club, le futur gardien du Lausanne Hockey Club. Et finalement, Stéphane, j'ai envie de dire peut-être victoire personnelle aussi pour Bolsover. Quand même, dans ces cas-là, vous dites... je ne sais pas si un des joueurs il réfléchit comme ça, Bolsover. Tu vas prendre mon job l'année prochaine, mais je t'ai quand même battu. Bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui va rester avec lui l'année prochaine. Puis là, Bolsover est en train de peut-être confirmer une place quand même en National League. Tu veux rester... honnêtement, je vous pose la question. Tu es Bolsover. Tu t'imposes comme un numéro 1. Disons que jusqu'à la fin de la saison, on le prend comme le numéro 1. Tu veux rester backup, doublure de Stéphane, garder 5 matchs par année pour les 3 prochaines saisons? Non, tu veux partir? C'est sûr que... Bonne question. Ouais, bonne question, mais il faut voir s'il arrive à garder ce rythme maintenant aussi. Moi, je pense pas que c'est un numéro 1 à confirmer en National League encore. Et puis, Stéphane est quand même... Moi, je pense que ses bonnes années sont derrière. Je pense aussi. Alors, donc, tu t'imagines que Stéphane va garder peut-être 35 matchs, puis le deuxième qui traîne. Parce que là, Stéphane, il ne réussit pas parce qu'il garde toujours 50 matchs. Là, cette année, il va en garder 48, mais il ne va pas plus réussir. C'est trop de matchs. Ouais. C'est un gars qui, je pense, qui a besoin d'avoir une doublure qui peut jouer une quinzaine, une vingtaine de matchs, et puis peut-être performer à son niveau au moment clé dans la saison. À voir, en effet. En tout cas, victoire du Lausanne Hockey Club qui termine parfaitement avant cette pause de l'équipe nationale. On va tout de suite écouter une réaction à chaud issue de cette nouvelle victoire. Petit bilan aussi avec Joël Vermine. Joël Vermine, Lausanne remporte son 5e match de rang face à une très bonne équipe zougoise. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Ouais, je pense que c'était vraiment les petites choses qu'on a fait bien aujourd'hui. C'est là, dans la deuxième tiers-temps, qu'on peut marquer 2 fois ensuite. Là, je pense que ça a cassé un peu leur spirit. Et puis là, je pense après, on a joué vraiment solide. Même en 3e tiers-temps, on ne lui donnait pas beaucoup. Et puis, ouais, je pense qu'on a vraiment joué les 60 minutes aujourd'hui. Maintenant arrive la première pause internationale. Quel bilan tirez-vous de ce début de saison? Puis je pense qu'on a bien commencé. Après, on a perdu 7 ou 8 fois ensuite. Là, c'était pas vraiment facile. Mais là, ça fait vraiment du bien de gagner 5 fois ensuite. Et aussi des bonnes équipes. C'était pas juste quelques équipes. C'était vraiment les meilleures équipes du Ligue. Et puis là, ça fait vraiment du bien d'avoir quelques jours de congé. Parce que c'était aussi émotionnel. C'était un peu en haut, en bas. Et puis c'était vraiment difficile des fois. Et puis ouais, ça fait vraiment du bien de faire rien les quelques jours là. Est-ce qu'on peut dire que cette pause arrive au mauvais moment pour Lausanne vu qu'il y a 5 victoires de suite? Ouais, c'est dur à dire. Je pense que c'est comme ça, on peut plus changer. C'était important pour nous qu'on puisse changer là vraiment le spirit. Et puis là, on a réussi. Et puis maintenant, c'est vraiment important qu'on porte cet esprit, toutes les petites choses on fait bien. Et puis on prend pour aussi après la pause. Merci bien. Le sourire du côté de Lausanne, évidemment avec Joël Vermine, autre rencontre de la soirée, Langnau, Davos qui devait se remettre tout simplement de la casquette encaissée à domicile face à Zug. Lindbeck défendait la cage une nouvelle fois du côté de Davos, on n'a pas remplacé. Malgré les buts encaissés, eh bien lui en a pris parce qu'il a sorti tout un game, comme on dit outre-Atlantique, avec une ouverture du score signé Luca Ischier pour Davos, un assist d'un certain Inti Pestoni. Un Inti Pestoni qui est quand même un peu, Florent Schelling, la lumière du côté de Davos dans ce début de saison morose. On l'avait connu tristounet du côté de Zurich. Fait une bonne saison à Davos. Absolument. C'est vraiment, il peut jouer son jeu. À Davos, on le laisse faire ce qu'il doit faire. Et puis, on voit que c'est exactement ça, que c'est son jeu. Marc Vizère, cette passe de Kessler, Stéphane, le puck avait des yeux. Écoutez, je pense que c'est ce qu'il essayait de faire. On va lui donner crédit. Disons que c'est une passe à faible pourcentage, comme on dit. Il y a peu de chances qu'elle arrive, mais elle est arrivée et c'est un soir comme ça parce que Davos, ce soir, n'a tiré que 21 fois au but. Par contre, Langnau a tiré 47 fois. Là, si vous calculez aussi les tirs bloqués, donc là, ce soir, il y a une nette domination de Langnau, mais la réussite était du côté de Davos. Oui, et puis on le voit, Pestoni, véritablement, c'est l'homme en forme quand même du côté de Davos, en tout cas sur ce match-là, c'est lui qui fait la différence, Gary. Oui, aussi, juste auparavant, Ischier, qui commence à voir aussi un peu plus, et puis Pestoni, bien là, il est dans son œuvre, et puis on dirait qu'il est offensivement libre de tout travail défensif. Alors, offensivement, il produit, et puis je pense que Langnau, ce soir, ne s'attendait pas à une équipe qui avait encore un peu d'énergie pour faire quelque chose. Ils ont été surpris, et puis
un bon gardien du côté de Davos ce soir qui a empêché Langnau de revenir. Ouais, on va le voir d'ici quelques instants. Tu as souri parce qu'il y a Pessonen qui allait mettre un petit taquet au passage. Oui, j'ai vu. Puis j'ai bien aussi le commentaire de Gary qui dit que Pestoni est libre de tout travail, de toute contrainte défensive. Ah ouais. Ça veut dire qu'Arnaud, il dit joue ton jeu, comme elle a dit. Ouais. Joue ton jeu, soucie-toi pas de ta défense, c'est pas grave. Mais ça marche de temps en temps, mais j'ai vu d'autres matchs où ça n'a pas bien fonctionné. Ah non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, mais ça a plutôt bien fonctionné parce que quand vous tirez 21 fois au goal, que vous marquez 4 buts, Ah ouais, et ce vous soir, on gagnez a le match réussi 4-1. de Davos. Oui, mais il y avait un très bon Lindbeck quand même dans la cage, on va le voir. Alors oui, il a eu 47. un peu de chance, il va être sauvé par son poteau, on va le voir. Mais ensuite, il fait véritablement, Florent Schelling, les arrêts, et notamment là, le premier. Joli arrêt réflexe. Ouais, c'est vraiment. Cette situation-là, c'est incroyable. Il fait un arrêt après l'autre et puis vraiment, c'est des arrêts pas faciles. Gary. Ouais, c'était un peu un style, un style bateau, un style à l'ancien. Mais même il redonne encore la rondelle lui-même après ce deuxième arrêt qui est magnifique parce que c'est une extrémiste, c'est en plongeant. Mais voilà, c'est un genre de gars comme ça. Je pense qu'un soir, la rondelle le frappe, mais quand elle ne le frappe pas, il en finit 7-8 derrière. Rudin qui va marquer à 4 contre 5, le 4-0. Et finalement, on verra encore Gustafsson qui va empêcher Lindbeck de faire un blanchissage. On a quand même l'impression, quand on tire 47 fois au goal, Gary, qu'on peut tout essayer ce soir. Voilà, c'est terminé. Salut, merci, au revoir. Ça ne marchera pas, ça ne rentrera pas. C'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a des grandes chances de marquer et puis ça finit pas, ça frappe un poteau, ou bien c'est les arrêts clés des gardiens de but à répétition. Et à un moment donné, la rondelle, elle saute au moment où elle ne devrait pas le faire, ou elle touche une jambière ou un patin. Tu as l'impression que tu es dans un soir où c'est un soir sans, où tu peux jouer jusqu'à minuit, tu n'en marqueras pas une. Et c'était un peu un soir comme ça pour Langnau, d'après les chances de marquer et tout. Mais bon, voilà, il faut donner un petit peu de crédit à Davos qui sont au fond du gouffre. Et une petite réaction ce soir, voilà, il faudra voir combien de temps ça va durer. Ouais, c'est ça, la pause quand même qui arrive au bon moment, forcément pour le HC Davos, pour resserrer les boulons, voire faire quelque chose au niveau des joueurs, du staff. On ne sait pas, ça sera une affaire à suivre, bien sûr, pendant cette pause. Allez, autre rencontre, Lugano-ZLC, ça aussi, tout un match, comme on dit, parce que deux belles équipes sur le papier et surtout des joueurs en forme, à l'image d'un certain Grégory Hoffmann. C'est l'un des meilleurs snipers de notre championnat, il le prouve. C'était un peu compliqué pour lui, mais là, depuis quelques matchs, Stéphane, il est véritablement au sommet de son art. Et on le sait, il a un tir NHL et il le prouve. Il a un but par match depuis 6 ou 7 matchs, mais les 8-9 premiers de la saison, c'était compliqué. Et là, vraiment, Hoffmann, il a retrouvé son tir, il a retrouvé son flair offensif. Et quand on le voit festoyer comme ça, on se dit, bon, tout est beau, tout est revenu, la confiance est là, regardez, tac, pleine lucarne. C'est vraiment son tir. Il tire comme un joueur de NHL. 6e minute, donc Lugano 1-0. Et ensuite, Lugano qui va doubler la mise par un certain Luca Fazzini. Et ce but-là, Piccolo Fazzini, ça va lui faire du bien. Parce qu'on en parlait hier soir, et c'est compliqué quand même pour lui cette saison du côté du HC Lugano. Il est parti du premier bloc, puis il est arrivé jusqu'au 4e. Mais ça peut le relancer finalement, Florence. Oui, mais c'est un but fantastique, vraiment tiré très, très précise. Comme on dit souvent, il faut tirer en dessous les jambières et puis en dessous des gants. Et puis c'est exactement ça qu'il a fait. Oui, on va voir si ça va marcher pour la confiance. C'est Pizurich qui va marquer le 2-1, réduction du score avec une déviation de Drew Shaw sur ce tir signé Simon Bonneman. 2-1, c'est très serré du côté de la Corner Arena du côté de Lugano. Et Lugano qui va prendre l'initiative, enfin passer l'épaule, va marquer le 3-1 avec Morini en début de période, assist d'un certain Grégory Hoffmann. Admirer l'accélération, le puck derrière lui, et ça aussi, c'est pas mal. Je pense que le gardien n'a pas vu le passage de Hoffmann passe devant le filet au moment du tir. Je pense que ça a dérangé le gardien de but. Je pense que, il faut voir la vitesse. Il y a quand même deux hommes, il prend Blendenbacher avec lui. On va le voir ici dans cet angle-là. Là. Hop. Oh, voilà, elle est derrière. Short side. Le tir vient juste au bon moment aussi pour éviter de toucher un joueur. Comme Stéphane tout à l'heure, la différence c'est que Stéphane, il n'y avait pas de joueur qui passait devant lui un petit peu, c'est ça. Allez, 3-1 avec une nouvelle fois Lugano qui prend cette fois-ci 3 longueurs d'avance, 4-1, petite déviation une nouvelle fois devant Schlegel, Mauro Jorg sur ce tir signé Romain Lefol qui carbure bien aussi, Stéphane, du côté de Lugano. Oui, Romain Lefol, écoutez, il va assez bien. Il y a beaucoup de temps de glace, en tout cas, du côté de Lugano. Je
je pense qu'il a trouvé sa niche du côté du Tessin, fait la confiance de son entraîneur en tout cas. La réduction du score de Zurich. Et là, Merslikins, j'ai envie de dire, Florent Schelling, il ne peut pas réaliser de miracle non plus. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment le puck qui va derrière le but et puis revient avec une vitesse comme ça devant le but de nouveau. C'est presque impossible. Cervenka, donc, pour la réduction du score à 6-2 et de Baltisberger. Avec Zurich qui va marquer plus que le but de l'espoir, le but qui aurait pu et qui a fait douter à un moment le HC Lugano. Signé Reto Shepi et l'assist. La passe de Cervenka, pas mal. Pas mal. Hein, une petite touche, c'est des passes du joueur offensif. Hein? Des passes NHL, comme on dit ça, des passes à travers le monde comme ça, élevées en plus, puis tombent sur le tape directement sur la canne. C'est des magnifiques schémas de jeu et il faut des grands joueurs pour les réaliser. Et 5-3 de Valker dans la cage vide, Lugano qui s'impose donc 5-3 face aux ZSC Lions, une équipe des ZSC Gary qui est un peu sur courant alternatif. On ne sait pas bien les situer finalement. Ouais. Ce ZSC version Serge Aubin, je ne sais pas, vous en pensez quoi? Pas grand-chose, j'avoue franchement qu'ils sont décevants. Ils sont vraiment pas dans la même... bon, on les a connus sur une euphorie en fin de saison passée, champions. On s'attend à beaucoup d'eux tout de suite et il y a un côté positif, je trouve qu'on a intégré beaucoup de jeunes joueurs qui prennent des rôles importants, mais j'ai comme l'impression qu'on attend beaucoup plus de certains joueurs dans le top 6 de l'équipe et puis ça ne produit pas et il n'y a pas de régularité. Dans le filet, on n'est jamais sûr qui va jouer. Je pense que c'est une équipe qui à mon avis, devra s'accrocher pour finir dans le ventre mou du classement. Parce qu'il manque un petit quelque chose. Il manque peut-être un leader, et le vestiaire a changé, un changement d'entraîneur, il y a bien des choses. L'année après être champion, c'est difficile toujours. Alors, je pense que... Ils ont des blessés aussi. Hein. Ils ont un peu de peine à aligner une équipe finalement un peu la même. Tout le monde a des blessés. Les Peterson. Tout le monde a des blessés, mais c'est clair que Peterson, c'est pas le même. Et puis il manque Nielsen, mais et toutes les équipes ont des blessés aussi, puis ils passent à travers. Il y a assez de qualité dans cette équipe pour être capable de renverser ça et puis de faire un meilleur championnat, je pense. Bon, c'est tôt encore. Hein. On va faire une petite pause dans cette soirée de National League pour parler de l'équipe de Suisse. Vous le savez, la semaine prochaine, place à la Deutschland Cup, premier tournoi de préparation finalement pour notre équipe nationale, un tournoi qui sera à suivre bien sûr sur MySports avec 3 rencontres au programme. Moi je vous propose de parler de la sélection de Patrick Fischer pour ce premier rendez-vous finalement de la saison de notre équipe de Suisse. Une sélection où on retrouve notamment Flueller, Desclous, Gilsen au niveau des buts. On va peut-être parler des romans avec Lucas Frick ou autre Samuel Kress en ce qui concerne les clubs romans. Et puis devant, voilà, on voit ça. Premier constat, c'est qu'il n'y a pas de joueurs de Berne, il n'y a pas de joueurs de Lugano présents, c'est les 2 clubs qui ne sont pas représentés. Et autre petite particularité, il y a quand même 4 joueurs de Davos dans cette équipe. Peut-être au niveau des gardiens, qu'est-ce que ça vous inspire, Florence Schelling, cette sélection de Flueller, de Desclous et de Gilsen? En fait, je suis très surprise de Gilsen parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment d'autres gardiens en Suisse là actuellement qui ont une meilleure saison que lui. Desclous, ça semble assez logique, vu ses statistiques, en tout cas avant la rencontre de ce soir, très clairement, c'était au top. Flueller, on a plus vu Schlegel ces derniers temps, quand même, du côté des ZSC Lions. Peut-être un choix un peu étonnant, puis Sen, en effet, voilà. C'est une sélection, on va dire, c'est une sélection de joueurs qui ne vont pas aller au championnat du monde, ça s'arrête là. C'est une sélection de joueurs, je pense qu'on les prend en premier, il y a des très, très bons joueurs qui mériteraient une chance d'y aller. Il faudrait juste changer un petit peu la formule pour ça. Mais là, on sélectionne surtout des joueurs qui ont un bon début de saison. Je ne comprends pas les sélections de Davos, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas un bon apport Pestoni qui est en feu. Mais sinon, au niveau des autres, les 2 défenseurs, ils doivent être moins 15 chacun. Ils sont sélectionnés. Mais à part ça, il y a quelques belles surprises, des joueurs qui font des bons débuts de championnat, puis on les récompense, comme Jason Fuchs, comme Kylian Motet. Pour moi, c'est des joueurs qui mériteraient d'arriver dans ce groupe à un moment donné, à la fin, et y rester. Il y en a d'autres sûrement aussi, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une sélection où on regarde comment le début de championnat a commencé, qui sort son épingle du jeu, puis on va les convoquer. Mais et puis d'autres qu'on veut retester parce qu'ils étaient là l'année passée, comme Frick et puis Fora et puis
On veut leur donner plus d'expérience. Un tournoi de formation, peut-être qu'on peut appeler ça? Peut-être. Moi, je pense que oui, parce que c'est clairement, on essaie des jeunes. Andrea Glauser, tu l'as eu du côté d'Ajoie, sauf erreur. Oui, en carte B, quand il était à Fribourg-Gotteron. Glauser n'a pas pu, à Fribourg, on ne l'a pas gardé. Il est à Langnau, il cherche sa place c'est un gars qui cherche à se faire sa place en Liga. Il est déjà en équipe nationale. Alors, on voit peut-être quelque chose en lui que nous... C'est assez étonnant, hein? Il y a des gars qui ont voilà, Berchi, je trouve pas qu'il a... Christophe Berchi, je trouve pas qu'il a un super début de championnat, même si dernièrement, ça a été un petit peu mieux. Il l'a dit, les 2 défenseurs de Davos. Miranda, on ne l'a pas beaucoup vu du côté de Zurich. C'est un jeune qu'on veut intégrer. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une sélection de formation, puis c'est une sélection de complaisance. Je pense que, vous savez, le coach national, les gars de l'équipe nationale, ils ont des contacts réguliers avec les entraîneurs. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui ont dit, écoute, moi, ça m'arrangerait si tu ne prenais pas un tel et un tel. Tu parles de Bernet Lugano, là, en l'occurrence. Oh, exactement. C'est comme ça que ça se passe, on est d'accord. Peut-être. Je pense que oui. Et je suis presque de source sûre, je sais que c'est comme ça que ça Et plus sérieusement, messieurs, moi j'aimerais revenir quand même sur une sélection, celle de Tanner Richard. Tanner Richard, il n'est pas sélectionné pour les derniers championnats du monde. Il s'exprime dans la presse comme quoi il est quand même déçu. C'était un petit peu l'interrogation qu'on ne prenait pas. On voulait miser sur la continuité. Il est de retour dans cette Deutschland Cup, dans cette sélection. Gary, c'est quoi? C'est un signe pour lui dire écoute, Tanner, maintenant, dans ta âge de guerre, je te donne une possibilité de briller sous le maillot de l'équipe nationale. Si on regarde cette sélection, c'est un peu... Il sera certainement au centre du premier bloc, très honnêtement. Voilà, c'est lui donner un peu les clés de la boutique et de dire ce qu'il peut en faire, de regarder ce qu'il peut en faire. Je pense que oui, je pense que c'est un peu... Parce que c'était quand même un borderline. C'est un gars qui était sur la ligne. Il aurait pu aller au vu de plusieurs personnes, il aurait dû aller. Moi j'étais un des premiers avec le championnat qu'il a fait l'année passée. Je pensais qu'il devait y aller. C'est un gars qui gagne ses face-offs. C'est un gros bonhomme et il a une très bonne vision de jeu. Maintenant, on va lui donner la possibilité de se faire valoir, voir ce qu'il y a dans le ventre un peu. Et bon, il ne connaît pas un excellent début de saison, mais il aura la chance peut-être de se montrer avec d'autres coéquipiers, d'autres joueurs, voir s'il peut sortir son épingle du jeu. Je pense que ça, c'est une bonne sélection pour vraiment voir s'il a l'étoffe de rentrer dans cette équipe. Alors là, c'est l'équipe A masculine. Florence Schelling, vous partez aussi la semaine prochaine en Allemagne, c'est bien ça? Exactement. Nous, on a un tournoi de 4 nations en Allemagne. Et puis, ça commence jeudi prochain. Avec les U18? Avec les U18, Quels sont les objectifs, finalement, pour ce tournoi? Ben, on veut certainement gagner ce tournoi. Puis les jeux qu'on a joués d'ici maintenant, on a toujours joué contre les novices top, les garçons. Et puis donc là, je suis vraiment curieuse comment ça va aller pour les filles, de nouveau jouer contre d'autres filles. Donc je me réjouis vraiment. Il n'y a pas une très jeune qui a été sélectionnée, une fille de 14 ans, quelque chose comme ça, non? 15 ans, je crois. 15 ans? Ouais. Donc une grande... Elle est gardienne, sauf erreur, non? Non, elle n'est pas gardienne, c'est pas celle-là qui a 15 ans. Mais je sais qu'on a sélectionné une très, très jeune fille. On sait que chez les filles, les moins de 18, on prend des filles des fois plus jeunes parce que les filles, ils arrivent à maturité. Il y a des filles de 14-15 ans qui sont déjà presque des adultes. Donc, le choix pour les U18 féminins, c'est plus compliqué. Et on sait que les jeunes hockeyeurs masculins, ils grandissent sur le tard, mais les filles, c'est différent. En effet. Allez, puis on vous rappelle les dates de la Deutschland Cup, du 8 au 11 novembre, à suivre bien sûr sur MySport. On revient à la soirée de National League, Fribourg-Gotteron du côté de Rapperswil. C'était notre match studio, voir si Fribourg allait continuer sur sa lancée face à la Lanterne Rouge. Oui, ça a été le cas. Fribourg qui a quand même plutôt bien maîtrisé sa partie. Je pense qu'à part la deuxième partie du premier tiers, on va dire, qui a été un peu moins bien finalement maîtrisé, Gary. Sinon, ça s'est décompté en deuxième période. Les buts sont tombés surtout. Ce but à 4 contre 5, c'est le but le plus important, cette partie, Gary. Je pense que oui, c'est le but qui a donné un certain ton au match quand même, parce que ça montre une certaine maîtrise. La façon qu'il est fait, il fait mal. Même si l'adversaire, même si Rapperswil est revenu tout de suite derrière, on a senti de ce moment-là Fribourg prendre les contrôles du match et amener beaucoup plus de vitesse que Rapperswil dans le jeu, et ça a payé sur la longueur. Mais Stéphane, on est toujours dans cette même punition, et cette fois-ci, c'est Rapperswil qui va égaliser avec son deuxième pipi, Brême, et surtout un mauvais jeu de la part de Fribourg. Regardez devant le but, là, on va laisser complètement le champ libre à ce joueur gaucher qui peut rentrer un petit peu à l'intérieur, en met un shoot. On est resté, regardez, les deux défenseurs sont restés collés sur le même joueur devant la cage. Il n'y a personne qui est sorti dans la ligne de shoot. Là, entre Planalp et c'était Chavaya qui était là, oui. Je pense qu'on s'est emmené un petit peu d'impatience. On n'a pas du tout bien joué cette situation en 4 contre. Avec Fribourg-Gotteron qui va reprendre l'avantage une nouvelle fois, Kylian Motet qui va se récupérer ce puck, qui se promène dans la défense, et surtout Annie Feller
voilà, pas forcément au sommet de sa forme, dira-t-on, Florence Schilling. Non, pas ce soir. J'ai vraiment, sur ce but-là, d'avoir la patience, c'est tellement important dans des situations comme ça, de ne pas faire le mouvement avant que le joueur le fait. Exactement, en ouvrant la cage. Ensuite, Kylian Motet en feu qui signe son 8e but. Et c'est pas le dernier de la saison. Rossi, une minute plus tard, qui enfonce le clou. 3-1. La messe est dite déjà pour Rapperswil, Stéphane. Je pense qu'à partir de ce but-là, il a fait très mal. 2 buts assez rapides, il a fait mal, 3-1. Et là, quand vous savez que Rapperswil marque en moyenne un but par match, et puis que là, on est rendu en deuxième période, puis ils doivent en marquer 2 pour égaliser, 3 pour gagner. Elle est difficile. Disons qu'ils ne mettent pas les chances de leur côté tellement. Avec le temps mort pris par Jeff Tomlinson, qui ne changera rien finalement, Gary Sheehan à la cause. On va revoir d'ici quelques instants le 4e but, le doublé de Kylian Motet dans la cage vide. On va tenter le tout pour le tout du côté de Rapperswil. La pause arrive bien pour Rapperswil, mais est-ce que cette équipe a les moyens d'inverser la tendance? C'est ça un peu la question. Oui, non, moi je crois pas. Il n'y a pas dans cette équipe, on voit la différence aussi. Défensivement, c'est une équipe qui dans les situations 1 contre 1, situations de marquage, on a vu leur faiblesse ce soir. Je pense pas qu'on pourra changer. On pourra s'adapter peut-être un peu à cette ligue, connaître un peu vraiment toutes les équipes, avoir joué contre tout le monde 2 fois, puis se faire une idée un peu. Mais si les performances du gardien restent comme ça, si les performances des étrangers restent comme ça, si on marque qu'un but par match, on ne gagnera jamais une place au classement. C'est presque impossible. Et pour Fribourg-Gotteron, mission accomplie, vous l'avez compris, avec cette victoire donc à l'extérieur du côté de la Lanterne Rouge. Là aussi, une réaction à l'issue de ce match. Et puis un mot aussi sur l'ensemble de ce début de saison de Fribourg-Gotteron. On va écouter André Bikoff. André Bikoff, une victoire ici à Rapperswil qui a mis un peu de temps à se dessiner. Ouais, exactement. Je pense qu'on a eu un peu de peine au début à trouver les solutions. Et puis voilà, finalement, sur un super contre à 4 contre 5, on arrive à trouver l'ouverture. Et puis après, ça allait assez vite. Au niveau de cette saison, un tiers de la saison est passé. Il y a eu une mise en route un petit peu compliquée du côté de Fribourg. Et ensuite, les choses se sont mises en place. Comment vous avez vu, vous, ce début de saison? Ouais, comme vous l'avez dit, on a eu un petit peu de peine les premiers matchs. On s'est assez bien rattrapé par la suite. Maintenant, voilà, comme chaque équipe, je pense que le plus important, c'est d'essayer de trouver une certaine constance sur tout le long du championnat pour pouvoir tout de suite se qualifier le plus vite possible. Est-ce que vous voyez Fribourg, vous pensez que Fribourg est à sa place actuellement? Je ne connais pas le classement tout de suite, mais je pense que ce qui importe surtout, c'est chaque soir de vraiment montrer une éthique de travail irréprochable. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on aura du succès. Merci beaucoup et bon retour. L'étiquette version Fribourg-Gotteron, sympa à l'interview d'André Bikoff. En effet, c'était notre match studio. On va passer au top et au flop de nos invités. Tiens, on va commencer, Gary, par les flops. Le flop pour toi? Alors, le flop, moi je pense que c'est, comme je l'ai mentionné un peu par avant, la défensive de Rapperswil, les défenseurs. Il y a beaucoup trop de défenseurs qui sont, je trouve, à vocation offensive dans cette équipe. Et je pense que c'est là le problème. Là, on montre Leonardo Profico qui est déjà dans les minus assez impressionnants. Il a joué aussi quelques matchs en attaque. Alors, c'est vraiment... mais défensivement, je pense que là, il y a des grosses lacunes. C'était la meilleure équipe de Swiss League l'année passée, mais défensivement, pour la National League, c'est trop dur. Le top, Florence Schilling, symbolisé par Reto Berra, qui fait vraiment des sorties impressionnantes pour Fribourg-Gotteron. C'était blanchissage contre Berne, me semble-t-il. Qu'un but encaissé face à Zug, un but encaissé ce soir face à Rapperswil. Waouh! Ouais, vraiment, il a vraiment eu un match très, très solide. Il a vraiment presque pas eu de rebond. Les tirs qu'il a reçus, il les a eus. Et puis, 2-3 fois pendant le match, il a dû faire un big save et puis ça, il a fait. Donc, vraiment... Et il n'est pas dans la Deutschland Cup pour la sélection?
Enfin, moi, je dis ça, il fait un bon début de saison. Si on récompense aussi les joueurs qui font un bon début de saison, non, mais c'est vrai. Non, on le repose, on garde. Je fait pense partie pour l'instant des intouchables, des joueurs qu'on garde au frais pour la fin de la saison. Absolument. Il y a de fortes chances pour qu'il soit au championnat du monde, bien sûr. Reto Berra, vous l'avez compris. Allez, autre rencontre de la soirée, on va passer au match à rebondissement. C'était du côté des Vernets. On vous rappelle le contexte. Le président qui s'exprime dans la presse, qui dit grosso modo, s'il n'y a pas réaction face à Ambri-Piotta, attention, ça va mal se passer. Taper sur les doigts. Il l'a dit. Et Chris Maxorley qui a dit oui, faites comme le président a dit, il va falloir réagir. Alors la réaction, Stéphane, quand on encaisse un but après 2 minutes de jeu, c'est mal parti. Elle n'est pas venue tout de suite, la réaction. Peut-être les joueurs ont fait de la résistance, mais non, mais sérieusement, là, c'est un joueur qui réussit à se faufiler, c'est un giveaway. Il a donné le puck, puis belle petite passe ici pour un joueur Lambry qui se faufile et qui déjoue des clous. Regardez, des clous, c'était compromis complètement de l'autre côté. Lui, il pensait qu'il tirerait au premier poteau. Exact. Facile. Facile, oui. Attention, on va sortir le mètre pour mesurer la hauteur de l'épaule de Trisconi. Il n'est pas très grand, Stéphane. On annule le but sur la glace pour une crosse haute. On va voir la vidéo et finalement, on le valide. Et nous, on se pose toujours la question. Bon, on se pose toujours la question parce que Trisconi, il n'est pas très grand, mais regardez, où il touche le puck à la hauteur, au minimum à la hauteur de ses épaules à lui. La barre fait 1,22 m. La référence, c'est la hauteur de la barre. La barre fait 1,22 m. On pense que Trisconi a les épaules plus haut qu'1,22 m, en tout cas, on espère pour lui. Et les images ne me donnent pas la preuve, ne permettent pas de renverser la décision sur la glace qui était la bonne, je pense, no goal. Mais on l'a donné, voilà. Mais là, ça a fait une petite histoire. On s'était dit que ça peut être un point tournant dans ce match-là, mais la suite va nous dire que probablement que non. Franson, en effet, qui a réduit le score sur un assist de Kevin Romy 2-1. Et au niveau de la taille de Trisconi, Noël Trisconi, c'est 1,71 m. Exactement, c'est peut-être ce centimètre de différence qui a tout changé. Ça veut dire que ses épaules sont à 1,40 m, mettons. Ouais, absolument. Non, je plaisante. Mais donc, il était un peu... Il était un peu penché, 1,35 m, bref. 22e minute de jeu, Ambri-Piotta qui reprend de longueur d'avance avec Offer beaucoup plus sérieusement 3-1, ce qui va provoquer le changement de gardien avec un Gauthier Desclous qui finalement va être remplacé. Alors peut-être un peu coupable sur le premier but, mais là finalement Florence Schelling... voilà, pas sa faute. Rien à faire ici. C'est vraiment tellement bien joué. C'est tellement un mouvement difficile pour le gardien de se bouger plus ou moins d'un poteau à l'autre. Il a vraiment rien à faire ici. Et Robert Mayer qui va finalement remplacer Gauthier Desclous. Et Genève Servette qui va revenir une nouvelle fois au score avec ce but signé Timothy Cast sur un assist de Tom Ernest. Si vous étiez avec nous, on en a déjà parlé, mais c'est vrai, Stéphane, que tu l'as dit tout à l'heure, que c'est le Tom Ernest qu'on attendait la saison passée. Ouais, c'est le Tom Ernest qu'on nous avait annoncé l'année passée, qui n'est jamais venu, en tout cas, dans la deuxième partie de saison un peu. On le rappelle, c'est un des joueurs les plus utilisés, entre 23 et 24 minutes de temps de jeu par match, même plus de 24, il faudrait que je vérifie, mais lui et Yunland sont parmi les joueurs les plus utilisés avec Diaz. Et cette année, il produit, c'est le top scorer de cette équipe-là. Bon, c'est pas toujours une bonne nouvelle quand un défenseur est ton top scorer, c'est la même chose à Lausanne. Là, ça va s'équilibrer un peu, Yunland n'a pas fait de points les derniers matchs, mais Tom Ernest joue de l'excellent hockey. 4-2 pour Ombrie, à un peu plus de 10 minutes de la fin, Gary Sheehan. À ce moment-là, on se dit franchement, Genève, les carottes sont cuites. Oui, on a bien l'impression, faut leur donner du crédit parce qu'ils sont venus, mais là, en plus, c'est un but qui les ridiculise encore une fois avec une passe supplémentaire pour avoir un but vide de la part de Hofer. Et puis, ça fait mal parce qu'il reste encore... il reste du temps, mais tu as l'impression qu'on ne veut pas y arriver. À chaque fois qu'on recolle d'un but, on rallonge un autre. Et puis, ça prend... Moi, j'ai revu Genève un peu là, dans le Genève de l'époque McSorley. Bien, ça revient peut-être, cette énergie du désespoir, cette rage de vaincre, elle est revenue. Là, il reste moins de 5 minutes. On fait le 4-3. 4 minutes 40 qui reste au troisième tiers. On met le 4-3. L'espoir renaît. Mais elle va continuer, l'espoir. Et ça, c'est le garbage goal, quoi. Vous êtes tout le monde devant, tu mets le puck, et puis voilà, et c'est comme ça. On fait que dire ça, mettre le puck au but et... Ça, c'est encore un super service de Tom Ernest. Du revers, cette fois-ci, regardez bien. Il passe à la Dustin Jeffrey. Oui. Evic qui a le sens de jeu qui presque au même endroit que tout à l'heure. C'est pas un garbage, celui-là, par contre. Non, parce qu'il a le contrôle finalement du patin, il le place, il le met. 4-4 tout d'un coup. C'est le premier patient temps mort de Chereda, qui n'aura pas l'effet escompté. Peut-être un peu tard, peut-être.
Et Rod en capitaine, tout un symbole finalement qui va marquer le game. Winning goal, petite déviation, Poko but aussi, Franson. Et voilà, tout d'un coup, ça a tourné, le momentum. C'est un peu la magie du hockey sur glace. Mais oui, c'est ce qui est beau. 3 buts en 1 minute 40. C'est vraiment bien, très simple en plus parce que là, tantôt tu mentionnes c'est un garbage goal, là c'est encore un but, c'est presque 3 buts de la même façon. C'est au moins, là, il y a la qualité de mettre le puck au but, ce que Rapperswil n'a pas, d'être capable de rendre un puck au filet. Eux arrivent à le trouver et puis dans des moments très sous pression. Avec le poteau et finalement Tanner Richard qui va marquer le 6-4 dans la cage vide. Un énorme ouf de soulagement, hein, quand même, Florent Schelling, finalement, pour ce but et cette victoire de Genève Servette. Ça, c'était vraiment le match à ne pas perdre. Oui, absolument. C'est vraiment... on ne peut jamais imaginer de faire quelque chose comme ça dans si peu de temps. Et puis Genève, il vient de l'avoir fait. Et moi, je pense que c'est le président, là, juste le président. Mardi contre, je reviens à lui qui a fait des déclarations. Contre Lausanne. Contre Lausanne, il est parti avant la fin. Puis, il est parti 5-6 minutes avant la fin. Est-ce que vous croyez qu'il est resté pour la fin du match aujourd'hui ou il était déjà parti? Parce qu'à 5 minutes, c'était 4-2, les carottes étaient cuites, tout était beau. Peut-être qu'il était déjà dans sa voiture. Non, mais je dis ça, je dirais, mais peut-être qu'il a, sur le coup de l'émotion, il s'est dit, je ne veux pas faire de déclaration journaliste, je rentre. Peut-être qu'il est parti déjà, puis il a raté ça. J'espère pas pour lui quand même. En tout cas, c'est une grosse victoire de la part de Genève Servette ce soir face à Ambry Piotta. Et là aussi, on a une réaction à l'issue de ce match. On va écouter tout de suite Kevin Romy qui parle aussi de ce début de saison de Genève Servette. Kevin Romy, quel caractère de Genève Servette en cette fin de match, passer de 2-4 à 6-4. Félicitations. Ouais, c'est le hockey, on dit toujours un match, ça dure 60 minutes et ce soir c'est un bel exemple. Je pense qu'on n'a rien lâché. C'était une victoire importante pour nous, on le savait. On y a cru jusqu'au bout et ce soir on était vraiment très réaliste dans les dernières minutes du match, donc c'est 3 bons points. On est au mois de novembre, c'est l'heure de la pause des équipes nationales. On va tirer un premier bilan de ce début de saison. Quel est votre bilan après ces 17 matchs? On a 2 visages un petit peu. On a le visage de Genève Servette à la maison qui joue solide, où on met de la pression durant 60 minutes sur les adversaires et on arrive à faire des bonnes performances. Et le Genève Servette sur la route qui a vraiment de la peine encore à se trouver. Donc cette pause, elle tombe à point pour nous. On va recharger les batteries. On va également se ressourcer mentalement. Ne pas avoir de doute sur nos capacités car l'équipe est solide et on attaquera l'après-pause sur un bon pied. Merci Kevin Romy, bonne pause. Voilà, à voir en ce qui concerne Genève Servette après la pause de l'équipe nationale. Le dernier match, c'est le choc au sommet, le derby bernois entre le HC Bienne et le CP Berne. Un match dont on attendait beaucoup, un match qui a été serré là aussi et qui a été passionnant. Il y avait du monde du côté de la Tissot Arena. Et un HC Bienne qui va virer en tête en réalisant un très bon premier tiers. C'est Sataric qui va ouvrir le score et qui va battre un certain Caminada dans les goals. Étonnant, ça. C'est quand même, ouais, c'est un choix, Gary. Un peu surprenant, disons que quand on voit au classement comment c'était important pour recoller. Et puis, il y a sûrement une raison. Je pense que même dans le match auparavant à Berne, c'était Pope qui avait été mis dans la cage pour Bienne et puis Bienne avait gagné. Est-ce qu'il s'est servi un peu de ça aussi pour faire la même chose, mais où il y a une autre raison, Giannoni est malade, ou on ne sait pas, mais finalement, Caminada a fait un bon match. A fait un bon match en effet, puis on a vu Andrew Ebet passer juste devant Jonas Hiller. Ça c'est Jonas Hiller, c'est très compliqué, Florent Schelling, pour lui, là, justement, sur ce genre d'action. Il ne voit pas de joueur arriver, c'est impossible. C'est impossible. Et puis le joueur devant le but qui fait la déflexion directement à genre un demi-mètre. Absolument inarrêtable. Du côté du CP Berne avec ce score de 1 partout, donc après 40 minutes de jeu, un match en effet qui tient toutes ses promesses du côté de la Tissot Arena. Un match en effet très serré. On va voir ce qui se passe en 3e période. Bienne qui va une nouvelle fois passer l'épaule avec Pouliot qui va pouvoir partir finalement en contre-attaque. Un puck qui va lui être adressé. Voilà qui est fait. Super passe de Rayala. Ouais, la passe à une touche de Rayala là. Il n'a pas arrêté la rondelle, une touche sans lever. Et puis la mettre dans l'espace libre, un peu comme Chervenka tout à l'heure. Regardez, tac, une touche. Et Pouliot bat son poursuivant, il perd un peu l'équilibre et le revers plein lucarne n'a pas fait lever juste une gourde, mais 2 gourdes. Regardez, il y en a 2 sur le goal, les 2 lèvent. Pas mal. Moi, j'aime bien ça, les gourdes lèvres. Je trouve ça. Regardez, la fin était magnifique, le revers dans la lucarne, les 2 gourdes.
En tout cas, on a vu des buts NHL, on a vu des passes NHL aussi ce soir sur les patinoires de National League. Magnifique. On tente le tout pour le tout du côté du CP Berne, Lakajavic et Arco Bello qui va égaliser. Gary Cruel peut-être pour ce HC Bienne qui franchement était auteur d'un très bon match jusque-là. Oui, à 6 contre 5 comme ça, on utilise un attaquant en défense, un jeu qui est déjà organisé. Regardez, il y a la présence de 3 joueurs, on crée le surnombre devant le but. Et on peut récupérer le rebond avec un peu plus de chance. On bloque le tir au départ ou bien on gagne l'engagement. Mais là, quand l'engagement est perdu, les risques sont grands d'encaisser. On arrive en prolongation, tout peut arriver évidemment. On a vu des possibilités notamment pour Bienne dans cette prolongation. Faut-il le rappeler, ça a été très ouvert. Mais c'est finalement le CP Berne. Regardez qui va passer l'épaule alors qu'il y a une grosse chance pour Bienne. C'est souvent ça, Stéphane. Caminada a été bon ce soir. 36 shoot au but, il a fait 34 arrêts. Écoutez, il a fait un gros match. Caminada, c'est pas celui qu'on attendait. Et puis là, qui d'autre que Marc Arcobello, fin technicien, plein de lucarne, calme habituel. Pour mettre fin au match, regardez. Ça, c'est l'arrêt précédent. Caminada, big save. Et puis, comme d'habitude, ben voilà. On est parti dans l'autre sens. Regardez bien. Moser qui gagne du temps. Il vient de voir Cobello dans son rétro. Là. Il dit, oh, il arrive. Et puis, la fin était belle. Tac, petit shoot juste au-dessus de l'épaule de Hiller. Écoutez, c'est un bon marqueur. C'est de la façon que la rondelle sort, le gardien a juste... Puis Moser devant la cage en plus. Alors, c'est bien exécuté. Et puis Florence Schelling, on a reçu notamment Sébastien Beaulieu, l'entraîneur des gardiens du Genève Servette, qui nous avait dit, vous savez, dans ces grands gardiens, dans ce style-là, c'est l'espace que finalement on laisse à l'attaquant en disant, OK, on est d'accord de se faire battre dans le tout petit espace, c'est bien ça. En disant ça, OK, c'est un top shot, c'est bon, on te laisse le but. C'est juste? Ouais, plus ou moins, ouais. Plus ou moins. C'est le genre de truc où tu dis, bon, il faut bien que de temps en temps, voilà, tu m'as battu, d'accord, je te le donne. Et là, Arcobello a été... Oui, mais c'était un tir magnifique. Moi, je pense que c'est dans la précision, mais l'exécution. Il a fait son virage, puis il n'est pas allé au bout. Souvent, les joueurs, ils vont au bout, puis tout à coup, ils font un transfert de poids. Et lui, il avait même pas fait de croisement. Puis avant d'aller plus loin, je pense qu'il a surpris. C'est sa vitesse d'exécution là-dessus. Ouais. Je me trompe? Oui. Je pense aussi. En tout cas, les top joueurs du côté du CP Berne, Ebet, Arcobello, encore une fois, qui font la différence. Là aussi, réaction à l'issue de ce derby bernois, de cette défaite un peu rageante quand même pour Bienne. On va écouter Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, on a vraiment l'impression que ce qui fait la différence, c'est le réalisme ce soir. Vous deviez mener, je sais pas, 3-4-0. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Faut donner le crédit aux gardiens, on fait des gros arrêts. Puis, écoute, on menait 2-1, ils sont allés chercher un gros but, 6 contre 5 à la fin. Puis, en prolongation, c'est 50-50, ils sont allés chercher le gros but encore. Arcobello a fait un gros match. Berne rappelle que c'est un client qui est toujours là tant qu'on n'a pas 3-4 buts d'avance. Ils jouent bien défensivement, ils jouent très serré. Puis, je pense que dans l'ensemble, on a eu un peu plus de chances de marquer, mais au final, ils ont été opportunistes sur leur chance de marquer. C'est l'heure de la pause, c'est pas encore l'heure des bilans, mais quand même, si on vous avait dit avant le début de la saison, à la première pause, vous seriez en tête du championnat de National League, vous ne m'auriez cru? Pas nécessairement. On sait qu'on a un bon club, mais premier, ouais, on est satisfait. Écoute, c'est seulement 17 matchs. Faut être prudent, il ne faut pas être satisfait, mais ouais, dans l'ensemble, très, très bel effort collectif de tous les joueurs. Merci bien. Merci. Bon pot. C'est quand même un grand pas en avant, en tout cas dans le bon wagon évidemment, pour les playoffs. Alors on a fait un peu le bilan finalement avant cette pause de l'équipe nationale. Il est temps quand même de passer aux tendances de la semaine pour nos clubs romans. La tendance de la semaine, on va la découvrir bien sûr avec un club en tout cas qui sourit, même deux on peut le dire. C'est du côté du Lausanne Hockey Club et de Fribourg-Gotteron. Du côté de Genève Servette, on a évité la soupe à la grimace alors que c'est plutôt plat, dira-t-on, du côté de Bienne. Mais quoi qu'il en soit, on finit en effet au sommet de la hiérarchie. Finalement, avec cette victoire, Genève Servette remonte un petit peu au niveau de la barre. On peut être satisfait, Gary, du bilan général de nos clubs romans. C'était un match, oui, bien sûr, satisfaisant de voir les équipes qui s'en sortent. C'était un match à 6 points pour eux ce soir. Ils l'ont remporté. Ils vont se battre jusqu'à la fin, je pense, pour accrocher le bon wagon.
parce que c'est quand même difficile pour eux sur la route. Leurs statistiques devront s'améliorer. Mais Lausanne va bien, Bienne va bien, Fribourg va bien. Alors, on peut se réjouir que ça continue comme ça. Bon, on va le voir d'ici quelques instants justement avec le classement. On va récapituler tout d'abord les résultats de cette soirée, dernière soirée de National League. Avant la pause de l'équipe nationale, faut-il le rappeler avec notamment les résultats du CP Berne qui s'impose face à Bienne 6-4, Genève Servette, Lausanne qui réalise une belle victoire à l'extérieur sur le score de 4-1 et Davos qui renoue avec le succès notamment. Le classement, voilà ce qui nous intéresse particulièrement. On va le découvrir d'ici une poignée de secondes, très certainement. Avec Bienne, donc 34 points, un match de plus que le CP Berne. Les Tigres de Langnau, malgré leur défaite, 3e, puisque Zug fait des surplaces. Fribourg-Gotteron et le Lausanne Hockey Club du bout côté de la barre également. Et puis Genève Servette, on l'a dit, c'était un match très important. 23 points, on le voit, qui suit finalement juste les équipes. 6 points d'écart entre le premier et le 6e. Oui. Lausanne qui regroupe, avec sa série de victoires, qui est rendue dans ce top 6, où il y a 6 points d'écart, pas tout à fait le même nombre de matchs. Donc là, il peut y avoir beaucoup de... Ah oui, il y a encore beaucoup de mouvements. C'est très, très intéressant. On joue également en Swiss League. Je vous propose de découvrir les résultats. Ce n'était pas une soirée complète, sinon Gary ne serait évidemment pas sur notre plateau, vous l'imaginez bien. Mais ça va mal pour Holton. Une nouvelle fois battu. Langenthal qui s'impose 3-2, victoire de Turgovie 4-1 face à Zug Academy. Cloton qui est allé s'imposer à Winterthur et Viège. Le carton de la soirée face au Getseka Lions. Un petit point là aussi sur le classement. La Chaux-de-Fonds 35 points. Viège 32, Langenthal 32, Ajoie 30, Holton 27 et Cloton qui suit un petit peu distancé, mais 35 points à 27 là aussi. C'est assez serré finalement, oui, très dans serré. Ce championnat de Swiss League, absolument passionnant et à suivre bien sûr sur MySports. On arrive à la fin de cette soirée. On remercie beaucoup bien sûr Florence Schelling d'avoir été en notre compagnie, Gary Sheehan, plein succès bien sûr à vous deux pour la suite et notamment pour le tournoi en Allemagne. Puis on vous rappelle qu'un petit tournoi en Allemagne, Stéphane, la semaine prochaine. Oh là là, Deutschland Cup à suivre. On sera là dès jeudi bien sûr pour le premier match. Ça sera face à la Slovaquie me semble-t-il. Puis ensuite ça sera face à l'Allemagne et face à la Russie. Ça sera le week-end avec Entourage Studio. Merci à toute l'équipe pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, bonne fin de week-end. Bye bye.